météo à l'école de pouvoir lancer ce webinaire, hein, qui est une série qui est dans la droite ligne des webinaires déjà lancés par Météo à l'école, hein, pour faire connaître effectivement les questions de météorologie et de climatologie. C'est plutôt ce deuxième aspect qui dominera ce soir. Donc, merci à tous d'être présents et surtout merci à notre intervenante, Mme Frédier de l'École nationale de la météorologie, donc qui représente la lourde tâche ce soir de représenter notre référent scientifique principal qui est Météo France. Hein. C'est vraiment le partenaire scientifique le plus important pour Météo à l'école. Et donc, merci à elle d'intervenir sur un sujet, si on ose dire, qui est d'actualité, mais en parlant de climato et actualité, c'est peut-être aussi une tension un peu importante du point de vue temporel déjà. Elle nous le rappellera sans doute aussi dans ces éléments. Mais on voit bien qu'entre le dernier rapport du GIEC paru il y a moins de 15 jours maintenant, un certain nombre de points d'actualité sur les évolutions climatiques, que cette tension temporelle risque de s'exercer un petit bout de temps, si on en croit les pas de temps, effectivement, du climat par rapport aux éléments météorologiques. Voilà, donc sans défrayer le sujet dont je suis bien capable scientifiquement, je laisse la parole à Mme Frédier en lui remercie encore beaucoup pour son intervention ce soir. Eh bien, avec plaisir. Voilà, donc 45 minutes pour comprendre le climat, tel est le titre ambitieux de cette présentation. Donc, je vais partager mon écran et je vais essayer en fait de me servir un partage désactivé. Ah, l'hôte a désactivé le partage d'écran, c'est-à-dire que là, je ne peux pas… Alors, on va essayer. Cyrielle, tu peux regarder si le partage d'écran, tu peux le réactiver? Ça devrait être bon. Voilà, alors sélectionner, hop, l'écran entier, autoriser, voilà, et donc, ça va. Normalement, je vais lancer mon document et vous me direz si vous le voyez. Est-ce que vous voyez la première page de mon document? Oui, très bien, parfait, ça se voit bien. Merci beaucoup. Okay. Si on peut juste essayer de mettre en plein écran. C'est-à-dire que là, je me sers d'un logiciel qui s'appelle OpenBoard, qui va me permettre d'annoter en fait. Et ça ira bien. Je peux enlever ça, voilà, je peux enlever ça. Par contre, ce qu'il y a là-haut, je ne peux pas l'enlever. Voilà, mais déjà, comme ça, c'est un petit peu mieux. Voilà, donc 45 minutes pour comprendre le changement climatique d'origine anthropique qui nous concerne depuis quelques décennies. J'ai mis donc ici la couverture du dernier rapport du GIEC, du groupe 1 en fait, paru en 2021, puisque ce qui est sorti de façon très récente, il y a quelques jours, c'est la synthèse en fait. Mais le GIEC travaille avec trois groupes chacun sur une thématique. Le groupe 1 sur les bases scientifiques du changement climatique, le groupe 2 sur les impacts sociétaux, économiques, le groupe 3 sur l'atténuation. Donc là, moi, je vais vous présenter les conclusions du groupe 1, c'est-à-dire les bases scientifiques, qui sont parues en août 2021. Voilà, donc je vais commencer comme l'an dernier, en fait, quelques diapos communes à ma présentation de l'an dernier, parce que c'est tellement fondamental de rappeler que la météorologie et l'étude du climat sont deux disciplines profondément différentes. La météorologie s'intéresse au temps qu'il fait, c'est-à-dire aux paramètres qui permettent de décrire l'état de l'atmosphère à un moment donné, donc le temps qu'il fait et le temps qu'il va faire dans quelques jours. La météorologie, ce qu'on peut mentionner, c'est que c'est un problème de conditions initiales, c'est-à-dire qu'il faut avoir une très bonne description de l'état initial de l'atmosphère grâce à nos systèmes d'observation pour pouvoir faire évoluer cet état grâce à nos simulations numériques. Donc, la météorologie, problème de conditions initiales qui traite de ce qui va se passer dans les prochains jours. Par contre, l'étude du climat, c'est l'étude des conditions atmosphériques et océaniques également, et les conditions de la cryosphère, les conditions
moyenner sur une durée très longue. La bonne pratique, soulignée par le GIEC, c'est que pour parler climat, il faut s'intéresser à des moyennes de température, pression, etc. sur 30 ans. Quand on a des durées plus courtes, comme 3, 4 ou 5 ans, c'est pas assez pour vraiment décrire une éventuelle tendance climatique, parce qu'on peut avoir des fluctuations liées à la variabilité interne, ce qu'on appelle la variabilité interne de l'atmosphère, comme des alternances d'épisodes El Niño, La Niña, qui sont assez connus, et qui impactent la température globale. Donc, pour vraiment détecter un changement éventuel du climat, la bonne pratique, c'est de raisonner sur 30 ans. Un épisode de canicule extraordinaire, comme on a pu en vivre l'an dernier, ne permet pas de raisonner sur un changement climatique. Un épisode exceptionnel, isolé, ne fait que traduire la variabilité naturelle du climat. C'est la répétition, bien sûr, la répétition des épisodes exceptionnels qui fait que là, on peut commencer à dégager une tendance climatique. Voilà, donc quand on dit raisonnons sur 30 ans de données, c'est pour ça que Météo France et tous les services météo du monde travaillent, quand on fait du climat, sur ce qu'on appelle les normales. Donc les normales, ce sont les moyennes climatiques sur une durée de 30 ans. Et les normales sont mises à jour tous les 10 ans. Donc là, c'est une vieille carte que je n'ai pas remise à jour, c'est pas bien, des normales de température sur la France pour la période de 1981-2010. Voilà, donc nous allons nous concentrer dans ce deuxième point, après cette introduction très rapide, sur les observations du changement climatique passé. Donc là, on n'est pas dans les spéculations, on est vraiment dans l'observation de ce qui s'est passé. Alors, on va commencer par décrire l'évolution de température depuis 1850, et puis on regardera un petit peu les autres champs, mais bien sûr, la température est au cœur des préoccupations. Donc, voyons ce que nous dit le dernier rapport du GIEC sur l'évolution de la température depuis 1850. Donc, en fait, ce que nous voyons, ce sont non pas des températures directement observées, ce sont des anomalies de température. Anomalies, c'est-à-dire écart par rapport à une référence. Et la référence ici, c'est la période 1850-1900. Donc, quand on a des anomalies positives, bien sûr, ça veut dire qu'il fait plus chaud que durant cette période de référence. Alors, nous avons des courbes de différentes couleurs. On a une courbe grise déjà pour la partie largement antérieure à 1850, puisque j'ai dit une bêtise tout à l'heure, évidemment, on commence à partir de l'an 1 ici, je me compte centré sur la droite du graphique, mais en fait, on commence à l'an 1. Donc, la courbe grise, c'est une reconstruction de la température, mais à partir d'indicateurs indirects, puisque jusqu'à 1850 environ, on n'avait pas de mesure directe. Donc, on utilise ce qu'on appelle des proxys, les proxys étant ces indicateurs indirects comme les anneaux des arbres, les coraux, et puis également les informations qu'on peut déduire des carottes de glace, des carottes sédimentaires également. Voilà, donc on a toute une variété d'indicateurs indirects qui ont permis de reconstruire la température avec une certaine incertitude. La plage de couleur un petit peu grise, là, c'est la plage d'incertitude. On est quasiment sûr que la réalité se situe dans cette plage. C'est la fourchette très probable. Et puis, quand on regarde vers la droite, nous avons les observations directes. Là, vraiment, la courbe noire, c'est issu non pas d'indicateurs indirects, mais d'observations.
Alors, toujours le même graphique. Nous avons à droite, là, une espèce de barre qui nous donne, en fait, la fourchette de température estimée par le GIEC au cours de la période la plus chaude des 100 000 dernières années. Donc, ça va nous donner une référence, en fait. On voit bien que là, actuellement, nous sommes à des températures déjà un peu plus chaudes que la température la plus chaude qu'on a pu avoir au cours des 100 000 dernières années. Voilà, donc si on veut quantifier un petit peu l'augmentation de température, au cours des 2 premières décennies du XXIe siècle, la température moyenne a été supérieure de 0,99 degrés Celsius par rapport à celle de la période de référence 1850-1900. Donc quasiment 1 degré, c'est l'ordre de grandeur qu'on peut retenir. Et on pourrait se dire 1 degré en moyenne globale, là nous parlons de moyenne sur tout le globe, que 1 degré en moyenne globale, c'est pas grand-chose, mais en fait 1 degré d'augmentation, c'est déjà énorme, parce que quand on considère l'alternance de périodes glaciaires interglaciaires, la fluctuation entre une période glaciaire et interglaciaire et environ de 4 à 5 degrés, peut-être 6 degrés. Donc 4-5 degrés, comparé à 1 degré d'augmentation depuis la période 1850-1900, on voit que ce 1 degré d'augmentation, c'est déjà beaucoup. Alors, on continue sur notre variation de température, donc là, sur la période plus récente, à partir de 1850, nous avons 4 courbes, ce qui permet d'ailleurs d'illustrer le fait que le GIEC considère des travaux effectués par différentes équipes. Donc là, nous avons la reconstruction de température depuis 1850, la période instrumentale, par Berkeley, l'université de Berkeley, par HAD CRUT, c'est la reconstruction par l'université anglaise d'East Anglia, la NOAA c'est américain, enfin voilà. Donc nous avons 4 reconstructions différentes par 4 équipes différentes. On voit qu'il y a une très bonne cohérence de ce que nous voyons ici, à savoir les anomalies, toujours l'écart par rapport à la période de référence qui est 1850-1900. Donc, on voit très bien qu'on a des anomalies essentiellement positives et qu'on a une augmentation qui s'accélère depuis les années 1950. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais là, on est encore en moyenne globale. Alors, on continue sur cette même étude avec 4 reconstructions de la température. Quand on regarde en bas, on a une information tout à fait intéressante qui présente en fait des moyennes de la température globale, des moyennes décennales, c'est-à-dire des moyennes sur 10 ans. Et le signal, il est absolument flagrant. Et là, c'est un signal climatique vraiment solide, à savoir que chacune des 4 décennies précédentes a été plus chaude que toutes celles qui l'ont précédée depuis 1850. Celle-ci a été plus chaude que toutes les précédentes, battue par celle-ci, puis battue par celle-ci, puis encore battue par la plus récente. Donc ça, c'est un des signaux que le GIEC met bien en évidence comme étant vraiment significatif. On revient à la période récente, puisqu'on vient de dire que la décennie la plus récente là, a été la plus chaude de toutes celles qu'on a pu observer depuis 1850. En fait, la décennie 2010-2019 a été, d'après le GIEC, la plus chaude depuis environ 125 000 ans. Là, on a pu reconstruire les températures sur des données aussi longues que ça, en particulier grâce aux carottes sédimentaires et aux carottes de glace. Et donc, le GIEC conclut qu'on n'avait pas eu ce genre de température aussi haute depuis 125 000 ans, depuis une période qu'on appelait l'éémien, voilà, il y a 125 000 ans. On a actuellement une température
pour la décennie 2010-2019, qui est de 1,09 degrés Celsius plus chaude que la période de référence 1850-1900 en moyenne globale. Alors ça, c'est un travail d'après les données de cette série, HD Crude 5, là, c'est une reconstruction par 2 services anglais. Donc on a une série de cercles avec des segments, là, des quartiers, donc 12 quartiers chacun, pardon, représentant un mois de l'année. Et puis le centre du cercle, c'est la moyenne annuelle. Alors on n'a pas les températures directement, on a l'anomalie, c'est-à-dire l'écart par rapport à la référence 1850-1900. Bon, mais le signal, il est assez parlant et terrifiant, à savoir que, ok, il y a des fluctuations. On voit par exemple 1877, 1878 étaient des années chaudes. C'est normal qu'il y avait des fluctuations. Il y a, on en a parlé il y a quelques minutes, une variabilité interne du système climatique avec des épisodes, typiquement El Niño, La Niña qui se succèdent. Voilà, donc il y a des variations évidemment. Mais par contre, le signal, il est tout à fait immanquable, à savoir que globalement, le climat s'est réchauffé. Alors, passons à quelque chose de plus petite échelle géographique. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe en France métropolitaine depuis 1900. Donc, ce n'est pas la température, c'est l'anomalie toujours, c'est-à-dire l'écart à la référence, qui ici, sur cette étude de Météo France, est l'écart par rapport à la période 1961-1990. On ne va pas forcément s'attarder parce que le signal est clair, c'est-à-dire qu'on a depuis 1980 de façon récurrente des anomalies positives, c'est-à-dire qu'en moyenne annuelle, puisque c'est la moyenne annuelle, en moyenne annuelle, les températures sont plus chaudes que pour la référence 1960, 61, 1990. Et que l'anomalie, elle est de, voilà, on est entre 2 et 2,5, quoi. Donc, sur la métropole aussi, on a une augmentation de température qu'on peut aussi visualiser en regardant les normales. On a dit que les normales, c'est la moyenne sur 30 ans. Donc, voici nos normales de température. Pour 1961-90, pour 71-2000, la normale a augmenté de 0,33 degrés. Et puis, la normale 1981-2010 est 0,39 degrés Celsius plus chaude que 71-2010. Et enfin, la dernière période est 0,41 degrés Celsius plus chaude que la normale précédente. Donc, les normales augmentent et augmentent de plus en plus vite, ce qui est un signal un petit peu préoccupant, bien sûr. Alors, continuons à vous déprimer, j'en suis désolée. La température n'a pas augmenté de façon homogène sur le globe. Donc, la température a augmenté nettement plus rapidement sur les zones continentales que sur les océans. On voit que sur les continents, on a une augmentation de température de 1,59 degrés Celsius par rapport à la référence 1850-1900, alors qu'on a seulement 0,88 degrés sur les océans. Donc, ce sont les continents qui se sont le plus réchauffés. Alors, nous avons ici 2 cartes qui présentent la tendance qui est indiquée en degrés Celsius par décennie. C'est indiqué ici que c'est la tendance, trend, en degrés Celsius par décennie. En haut, on a la tendance pour la période 1900-1980. On voit qu'on a plein de petites croix noires. Donc, les croix noires, c'est là où le signal n'est pas considéré comme statistiquement significatif. Et puis, les zones blanches, c'est des zones où on manque de données pour conclure.
On voit qu'on avait un réchauffement globalement, hein, c'est plutôt du orange, voilà, donc globalement c'est plutôt un réchauffement, mais que ce réchauffement entre 1900 et 1980 était beaucoup moins rapide que la période 1981-2020. Donc le réchauffement s'accélère et autre constat, hein, qu'on peut tirer de cette carte, c'est que le réchauffement est le plus fort sur le monde entier dans les régions arctiques. Dans les régions arctiques, hein, on a un rythme du réchauffement qui est à peu près le double de la moyenne mondiale. Alors, on continue à balayer un petit peu ce que nous enseignent les observations du système climatique. Donc, passons à la cryosphère, hein, c'est-à-dire l'ensemble des zones où l'eau se trouve sous forme solide, c'est-à-dire la neige, les glaciers, les calottes glaciaires, etc., la glace de mer, la banquise. Voilà, donc on va d'abord regarder un signal qui est tout à fait frappant, hein, qui est le déclin de l'étendue de la banquise arctique. Là et au Groenland, c'est là que le signal est le plus frappant. Alors la banquise arctique, hein, présente naturellement une étendue assez fluctuante, hein, au cours de l'année, avec son maximum d'étendue en mars et puis le minimum est en septembre, avec généralement une étendue 2 à 3 fois plus importante en mars par rapport au mois de septembre. Alors, voici des courbes, hein, qui sont extraites ici du site de la NOAA, c'est l'agence américaine, hein, de météorologie et océanographie. Donc en mars, vous avez la courbe noire qui représente l'évolution, hein, de l'étendue de la banquise arctique. Et en rouge, vous avez pour le mois de septembre. En fait, on va lire ça, hein, comme des pourcentages de variation par rapport à la moyenne pour la période de référence 1991-2020. Alors, on voit que pour le mois de mars, en noir, il y a une diminution. Hein, pour le maximum hivernal, il y a une diminution, mais qui est quand même beaucoup moins marquée que la diminution pour le minimum estival, hein, en septembre. Là, en septembre, on a une diminution vraiment drastique et préoccupante. On est passé, hein, de à peu près plus de 30% par rapport à la référence. Ici, hein, on est à moins 10, moins 20%. Donc, la banquise arctique fond vraiment un rythme alarmant. En plus, hein, indépendamment de son étendue, là, c'est pas présenté, mais elle devient plus mince, hein, elle devient moins étendue et plus mince. Donc, c'est deux signaux également préoccupants. Alors, on ne va pas s'y attarder trop, hein. Là, on a l'étendue du Groenland, hein, de la calotte glaciaire du Groenland. Donc, vous avez la variation de masse en gigatonnes, c'est-à-dire en milliards de tonnes, de l'île Nansis, hein, du glacier du Groenland, qu'on a pu mesurer par satellite. Hein. Donc, si on a un petit trou là, c'est parce que c'est, ma foi, la rupture entre deux missions par satellite. Voilà, donc on voit que le Groenland perd de la masse à un rythme relativement régulier qui est comparable à celui de la banquise arctique. En fait, la cryosphère, hein, on va résumer, la cryosphère recule partout, sauf la glace de mer antarctique. Ça, je ne vous l'ai pas montré, signal, parce que justement, il n'y a pas vraiment de signal. La glace de mer en Antarctique résiste encore, parce qu'en dépit du réchauffement, on a des températures tellement froides en Antarctique que la glace de mer résiste. Mais partout ailleurs, hein, à part cette configuration, la cryosphère recule. Le manteau neigeux recule. Alors pourquoi hémisphère nord? Bon, parce que déjà il est nettement plus étendu, ce manteau neigeux, dans l'hémisphère nord, hein, par rapport à l'hémisphère sud. Et puis il est très bien documenté, hein, grâce à des cartes hebdomadaires, hein, publiées par la NOAA depuis 1960. Et donc on a une diminution, hein, du manteau neigeux, et le signal le plus marquant, c'est qu'on a une fonte printanière plus précoce. Des zones où on pouvait trouver de la neige jusqu'en mai, voire juin, voient la neige disparaître bien avant.
Voilà, donc ça c'est illustré ici, hein, donc c'est une anomalie, donc l'anomalie depuis 1967 de l'étendue de la couverture neigeuse dans l'hémisphère nord. C'est en moyenne entre avril et juin, c'est en moyenne sur ces 3 mois du printemps. Et quand on dit anomalie, c'est l'écart par rapport à la référence 1981-2010. Bon, ben on voit très bien le signal, là c'est bleu, là c'est marron, quoi. Voilà, ça veut dire qu'on est passé d'anomalies positives par rapport à la référence à des anomalies négatives, et la perte d'étendue du manteau neigeux se chiffre en millions de kilomètres carrés. Donc le manteau neigeux printanier recule vite. Je vous mène un peu au galop, vu le peu de temps dont nous disposons. On va maintenant s'intéresser au niveau moyen de la mer, qui a augmenté, et ça on le sait parce qu'on dispose de mesures par satellite. Le niveau moyen de la mer a augmenté à cause de 2 facteurs en fait. La fonte des calottes glaciaires et des glaciers continentaux, ça fait un apport d'eau, mais également la dilatation de l'eau de mer. À mesure que la température se réchauffe, l'eau de mer se dilate. Donc ces 2 effets combinés ont produit une augmentation du niveau moyen de la mer, et ce niveau moyen de la mer est estimé par le GIEC entre 1901 et 2008, une augmentation du niveau moyen mondial de 0,2 mètres. Le rythme de l'élévation s'accélère. Ça, c'est un des signaux évidemment à surveiller. Donc ici, nous avons une reconstruction du niveau moyen de la mer au cours des 2500 dernières années, plus précisément une évolution de l'anomalie du niveau moyen de la mer, l'anomalie étant ici l'écart par rapport à la valeur du milieu du 19e siècle. Et donc, tout à fait à droite, c'était il y a 2500 ans, on voit que ce qui est en train de se passer est inédit depuis au moins 2500 ans, cette augmentation très rapide du niveau de la mer. Alors, l'évolution des précipitations, là je vais aller très vite pour dire, ok, on a observé des choses, il semble y avoir peut-être des tendances, mais en fait, ces tendances ne sont pas vraiment significatives. Par exemple, ici, nous voyons que sur la métropole, en moyenne annuelle, on semble avoir un petit peu de orangé, ce qui voudrait dire moins de précipitations par rapport à la référence 1980-2015. Mais tout ce qui apparaît en couleur claire, on va dire, a été jugé par le GIEC comme statistiquement non significatif. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des raccourcis, cette idée, le changement climatique fait qu'on a des sécheresses. C'est pas si évident que ça, statistiquement parlant. Autant le signal sur la température, il est évident et indiscutable, celui sur les précipitations, il est nettement moins clair. Voilà, donc je vais passer sur les observations en moyenne saisonnière qui ne sont pas plus claires que ça pour les observations. Voilà, donc là je passe. Toujours pareil, ce n'est pas significatif sur la métropole. La zone où c'est significatif, on peut quand même en parler, ce sont les zones de mousson. Ça, c'est un signal clair que les moussons indiennes, moussons d'Asie du Sud-Est, moussons d'Afrique de l'Ouest, les zones de moussons de l'hémisphère nord, qui se produisent en juin, juillet, août, ces moussons, donnent des moussons plus arrosés. Donc ça, c'est le signal sur lequel il y a un vrai signal statistiquement significatif. Alors, continuons sur nos observations sur la concentration des gaz à effet de serre, c'est-à-dire dioxyde de carbone, vapeur d'eau, méthane. Les gaz à effet de serre sont des gaz qui vont absorber le rayonnement infrarouge émis par la Terre, parce que la Terre émet du rayonnement dans la gamme infrarouge, et ce rayonnement infrarouge ne va pas s'échapper
facilement vers l'espace parce qu'il est très fortement absorbé par certains gaz présents dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre. Et du coup, ces gaz ayant absorbé de l'énergie, en réémettent, émettent de l'énergie, une partie vers l'espace, bon ça c'est perdu pour nous, et une partie vers la Terre. Et il est là l'effet de serre, le fait que cette énergie infrarouge a absorbé par les gaz à effet de serre et en partie rayonné vers la Terre, qui du coup reçoit de l'énergie de l'atmosphère elle-même. Donc ça produit un effet de réchauffement à la base parfaitement naturel. Le problème, c'est que on a augmenté la concentration des gaz à effet de serre. Donc, c'est une liste non exhaustive, celle-ci, absolument non exhaustive. Il y a l'ozone, il y a le protoxyde d'azote, il est marqué, il y a les CFC, les chlorofluorocarbones. Donc, c'est juste les principaux, ceux-là. Donc, ces gaz à effet de serre ont vu leur concentration augmenter à cause des activités humaines. Donc ici, on a l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone en moyenne globale depuis 1980. L'unité, c'est le ppm. ppm, c'est partie par million. Partie par million volumique, 1/1000e du volume occupé par du CO2. On voit qu'on a une augmentation, ma foi, relativement régulière de la concentration en CO2. On est autour actuellement de 400 ppm, plus de 400 ppm maintenant. On a franchi ce seuil de 400 ppm en 2015. Voilà. En noir, c'est la variation du CO2 en moyenne annuelle. Et en rouge, qui fait des oscillations, c'est en moyenne mensuelle. Donc les petites oscillations, en fait, c'est juste le cycle saisonnier qui est filtré quand on fait la moyenne annuelle. Là, vous avez la même chose, mais sur une durée plus longue. Dès 1960, on a des mesures ininterrompues depuis 1960 à l'observatoire de Mauna Loa dans l'archipel de Hawaï. Donc, on est passé de moins de 320 ppm en 1960 à environ 420 ppm actuellement. Alors, pour mettre en perspective à quel point c'est inhabituel, voici la reconstruction d'après l'analyse de bulles d'air piégées dans la glace, qu'on a pu récupérer avec les carottes de glace, la reconstruction de la concentration en CO2 au cours des dernières 800 000 dernières années. Et on voit qu'en 800 000 ans, la concentration en CO2 a fluctué avec le cycle des périodes glaciaires et interglaciaires. Mais jamais, au cours des 800 000 dernières années, on avait dépassé 300 ppm. On est dans l'inédit, dans le jamais vu, depuis au moins 800 000 ans. Alors, on va passer rapidement. Le méthane, autre gaz à effet de serre très efficace, qui est relâché en particulier par les décharges. Quand on a décomposition de la matière organique dans les décharges, ça libère plein de méthane. Donc, le méthane augmente pour présenter une concentration là aussi inédite. Nous avons la méthane, une concentration, la concentration de méthane au cours de cette période qu'on appelle l'Holocène, et on voit que là aussi, on a des concentrations jamais vues. Ici, on a 10 000 ans de profondeur de données. Le protoxyde d'azote, libéré par l'utilisation d'engrais azotés, lui aussi augmente à un rythme assez régulier. Donc, tous ces gaz augmentent et nos émissions elles-mêmes augmentent. Là, il n'est plus question sur cette courbe de concentration, il est question d'émission, c'est-à-dire de ce qu'on relâche en gigatonnes de dioxyde de carbone, en milliards de tonnes, donc libérées chaque année. Donc, on voit que nos émissions, en fait, augmentent continuellement. On n'est pas du tout devenu plus raisonnable. Et nos émissions, en fait, ne diminuent brièvement et ponctuellement, et très peu d'ailleurs, que quand il y a des crises.
dont la dernière, bien sûr, la crise du Covid, qui a produit cette petite diminution de nos émissions, mais vraiment rien de très spectaculaire non plus. Hein. Voilà, donc nos émissions ne font qu'augmenter, quoi. Alors, je vois qu'il me reste déjà plus beaucoup de temps et plein de trucs à dire, donc on va accélérer. Les modèles de climat. Les modèles de climat, ce sont des représentations numériques du système climatique, c'est-à-dire ce sont des terres numériques. Et quand je dis terres, ce sont des systèmes terres où on représente, on simule par des supercalculateurs l'évolution de l'atmosphère, de l'océan, de la biosphère, de la cryosphère. Qu'est-ce que j'oubliais? L'océan. Voilà, donc on simule avec des supercalculateurs tous ces systèmes et leurs interactions. Donc, on est plutôt confiant en la qualité de nos modèles parce que c'est basé sur une physique solide. Ce qu'on fait, c'est qu'on résout les équations d'évolution qui décrivent les différents systèmes. Donc, c'est basé sur une physique solide, mais il faut quand même valider. Donc, comment est-ce qu'on sait que nos modèles numériques sont bons ? Parce qu'on n'est pas naïf, on les a validés, évidemment. Eh bien, on a validé nos modèles en les confrontant aux observations du passé, c'est-à-dire en leur faisant simuler les climats du passé. Donc, on a fait des tonnes de simulations, y compris des simulations du Pléistocène, voilà. Mais là, c'est juste un exemple où, en 2004, c'était pour le 4e rapport du GIEC, il y a des modèles qui ont été lancés. Donc, les modèles ont simulé, les différents modèles par les différentes équipes de par le monde ont simulé l'évolution de la température globale. Ce qu'on voit en noir, la courbe noire, c'est la moyenne par tous les modèles de l'évolution de la température. On a simulé ça en 2004 à partir de 1970, c'est-à-dire qu'on repartait déjà dans le temps. En rouge, ce sont les observations. C'est la reconstruction de la température moyenne d'après les observations. Et donc, on voit que ces modèles de 2004 étaient conformes aux observations entre 1970 et 2004, mais également maintenant qu'on a du recul, on est effectivement suffisamment loin dans le temps pour pouvoir juger, on a les observations maintenant pour la période à partir de l'an 2004, là, on va pouvoir comparer les projections, la courbe noire, aux observations, c'est jusqu'en 2020 qu'on a les observations. Et on voit que les modèles, ils sont bons, ils ont bien réussi. Les modèles qu'on a lancés en 2004 ont bien prévu l'évolution depuis 2004 jusqu'à 2020. Donc, on a confiance dans nos modèles numériques. Alors, je vais faire quelque chose de pas bien parce que je vois que je suis prise par le temps, à savoir que je vais sauter le paragraphe 4 et puis vous l'aurez dans le document qui vous sera transmis. Donc, l'attribution, c'est la preuve que ce sont les activités humaines qui sont responsables du réchauffement climatique. Donc, c'est ça qui est montré dans ce paragraphe 4, car oui, on le prouve que ce sont les activités humaines qui ont causé le réchauffement observé. Passons rapidement aux projections et au fait, bien sûr, que le futur est incertain, que le futur dépend de plein de choses, de l'évolution de nos technologies, de l'évolution des sociétés, de l'évolution de nos modes de vie. Donc, bien sûr, on ne peut pas faire une projection de ce qui va se passer dont on soit sûr. On est obligé d'élaborer ce qu'on appelle des scénarios. Donc, les scénarios qui couvrent un ensemble de sociétés possibles, en gros de 1 à 5. Donc, 1, c'est on devient tous très écolos, très vite. Et puis, c'est gradué, en fait. Plus on va vers les chiffres hauts, moins c'est écolo, en gros. Et 5, c'est une absence totale de conscience de l'environnement. Donc, vous voyez ces scénarios sociétaux. Et puis, à côté, on voit un chiffre associé, 8,5, 7, 4,5. De quoi s'agit-il ? Par exemple, quand il y a écrit 8,5, ça veut dire 8,5 watts par mètre carré.
c'est-à-dire le surplus de puissance qu'on reçoit, un surplus de puissance par rapport à la référence 1850-1900 du fait de l'augmentation de l'effet de serre. C'est-à-dire on piège plus d'énergie, on a ce surplus d'énergie disponible. Donc, plus le scénario a un chiffre grand, plus c'est pessimiste, plus on piège d'énergie. Alors, on voit qu'il y a un scénario qui s'appelle SSP 1.9, ça veut dire on est super écolo, on arrive à limiter l'excédent de puissance à 1,9 watts par mètre carré à la fin du siècle. Et par contre, alors là, il va falloir s'y mettre, parce que là, ce sont nos émissions de dioxyde de carbone par an. On voit que dans ce scénario écolo, il faut arrêter tout de suite, drastiquement, pour atteindre des émissions négatives dès la moitié du siècle. Qu'est-ce que ça veut dire des émissions négatives? Ça veut dire qu'il faut pomper, il faut capter du CO2 pour l'emprisonner dans, il faut voir quoi, mais en tout cas, il faut capter du CO2. Voilà, donc voyons ce que donnent les projections avec ces différents scénarios. Donc ici, nous avons les projections, toujours pareilles en moyenne globale, relatives à la période 1850-1900. On a des plages de couleurs qui sont représentées. Donc ça, c'est la fourchette d'incertitude, puisque c'est des moyennes avec plein de modèles qui ont tourné, une cinquantaine de modèles en fait. Et donc, les plages de couleurs, là, c'est la plage dans laquelle, mettons, 90% des simulations se situent pour ce scénario, on va dire, intermédiaire. Et en bleu, c'est 90% des simulations numériques pour le scénario hyper écolo, SSP1, 2.6, il reste très écolo celui-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que quoi qu'on fasse, quel que soit le scénario, y compris le plus optimiste, la température va augmenter jusqu'à à peu près 2050, mais à cause de l'inertie du système. Mais la bonne nouvelle, disons, c'est que c'est pas fichu non plus. On n'a pas atteint un point de non-retour avec les deux scénarios hyper écolos, SSP1 1.9 et SSP1 2.6. On arrive à amorcer une légère diminution dès la deuxième moitié du 21e siècle avec ces scénarios très vertueux. Pour les scénarios SSP5 8.5, par exemple, on a des réchauffements globaux qui atteignent jusqu'à presque 5 degrés en moyenne globale. 5 degrés, c'est, on l'a dit, l'amplitude des variations de température entre les périodes glaciaires et interglaciaires. C'est de ça dont on parle. C'est de ce réchauffement-là dont on parle. Alors, on continue. Donc là, c'est en détaillant un peu plus. On n'est pas en moyenne globale, mais on voit un petit peu les variations saisonnières. Et il est évident que je n'aurai pas le temps de tout balayer, mais on va quand même voir encore 2-3 choses. Donc là, nous avons les projections à moyen terme, c'est-à-dire pour la période 2041-2060, de la variation de température par rapport à la référence 1850-1900. Nous avons à gauche le scénario le plus pessimiste de tous, c'est-à-dire aucune conscience environnementale. À droite, c'est le scénario pas tout à fait le plus vertueux, mais il reste extrêmement écolo, celui-là. Donc, on pourrait se dire, oh, c'est pas si différent que ça, on a des variations, mais qui sont pas si radicalement marquées que ça. C'est vrai qu'à court et moyen terme, le scénario n'impacte pas tant que ça, en fait. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire, OK, du coup, faisons n'importe quoi, parce que quand on commence à regarder à long terme, là, c'est 2080-2100, eh bien, on voit que les scénarios impactent de façon gigantesque. Dans le scénario pessimiste à gauche, on a des réchauffements très inconfortables, supérieurs à 6 degrés, dans les régions des hautes latitudes de l'hémisphère nord en particulier. Donc, il faut vraiment se dire que les efforts, il faut les faire.
c'est impératif, mais ça ne va pas payer tout de suite, ce qui est un message compliqué à faire passer chez les jeunes. Mais par contre, pour la fin du 21e siècle, les efforts, là, sont totalement payants, quoi. Mais pas à court terme. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai dépensé mon temps de parole et que de toute façon, j'ai fait passer le message essentiel que je voulais faire passer, à savoir l'augmentation de température qui va continuer. Si, je voulais quand même vous montrer une dernière petite chose. Ça, c'est les projections de modification du niveau de la mer. Donc ça, c'est en moyenne globale. Donc ça, c'est très peu probable. On ne va pas s'y attarder. Par contre, on voit que quel que soit le scénario, avec l'inertie du système, quel que soit le scénario, le niveau moyen mondial de la mer va continuer à augmenter. Même dans le scénario hyper vertueux où on arrête en gros demain d'émettre des gaz à effet de serre, même dans ce cas-là, jusqu'à la fin du siècle, au moins, le niveau moyen de la mer va continuer à augmenter à cause de l'inertie du système. Par contre, l'augmentation, bien sûr, ne sera pas la même en fonction du scénario. Voilà, donc désolée d'avoir été un petit peu optimiste dans le déroulé des diapos. Je vous ferai passer, bien sûr, le support de présentation où vous verrez les cartes qu'on n'a pas pu regarder ensemble. Et maintenant, eh bien, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup. Je me permets juste de faire une petite introduction avant les questions. Donc, je prends le relais de Bertrand qui est retenu pour d'autres missions ailleurs. Donc déjà, merci pour l'exposé qui était à la fois très complet et très efficace. C'est sûr que c'est pas facile en 45 minutes. Voilà, donc je voulais juste signaler que on va faire un petit formulaire, un petit bilan de la conférence. Si jamais vous voulez prendre une minute pour le remplir, ça permettra de voir un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, et ça nous permettra de viser un petit peu aussi des thématiques qui peuvent vous intéresser pour les futurs webinaires. Voilà, donc Marie Prala va mettre le lien du formulaire dans le chat si vous voulez y répondre le temps des questions. Et effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. On a un peu de temps encore. Je vous ai assommé. Je voulais savoir où est-ce qu'on pourra récupérer les diapos, parce que ce qui m'intéresse, c'est les valeurs et les graphiques. Pour illustrer. Alors là-dessus, je pense, ouais, en général, c'est Météo à l'école qui se charge de... Donc, oui, alors je vais récupérer le PowerPoint et je ne sais pas, est-ce que ça vous convient si je le mets directement sur le site de Sciences à l'école, dans l'article qui donnait le lien, comme ça tout le monde pourra le télécharger, qui fasse partie du réseau ou pas. Il faut donner le lien parce que alors moi, je ne l'ai pas du tout. C'est sur le site de Sciences à l'école, Météo à l'école, et vous avez l'article sur la conférence, et donc je compléterai cet article-là. Il suffit de taper météo à l'école dans Google. Oui, alors météo à l'école, probablement. Sciences à l'école, sinon, parce que météo à l'école, c'est un plan d'équipement qui fait partie du dispositif ministériel Sciences à l'école. Donc c'est sciencesalécole.com. Hop, je vais vous mettre le lien directement. Ce sera plus simple. Je mets le lien dans le chat directement sur l'article. D'accord. Je vois qu'il y a des questions. Alors, il y a une question que je vois, oui, concernant l'augmentation du niveau de la mer. Quelles sont les parts respectives de la fonte des glaces et de celle de la dilatation de l'eau? C'est la fonte des glaces qui est prépondérante. Donc ça, c'est
grâce à des simulations numériques qu'on a pu le montrer, c'est à peu près 70%, 30%, quoi. Donc, c'est la fonte des glaces. Alors, est-ce que ce serait pertinent que les élèves fassent eux-mêmes des mesures météo durant l'année pour prendre conscience du dérèglement climatique? Si oui, lesquelles? C'est pas évident, hein, parce que une année de mesure, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas raisonner sur le climat. Alors, ça peut sensibiliser à la façon dont fonctionnent les instruments de mesure, hein, mais voilà, ça peut peut-être être presque contre-productif si, par exemple, on a un hiver très froid, ça peut encore arriver, hein, on en aura encore des hivers très froids. Ça peut peut-être induire en erreur en disant « Ah, mais il a fait très froid, c'est bien la preuve que… » Voilà, donc ce qui est vraiment important de faire passer comme message, c'est cette idée de moyenne sur 30 ans, ou au minimum sur 10 ans, quoi, mais que même sur 4-5 ans, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas dégager un signal climatique. Ce qu'on verra, c'est la variabilité, hein, du système climatique. Donc j'ai envie de dire que des mesures pendant une année, c'est intéressant pour introduire la démarche expérimentale et que la mesure est à la base de la science, mais pas pour en déduire directement des signaux climatiques, non. Quelles mesures faudrait-il prendre pour avoir un réchauffement acceptable? Ces mesures sont-elles compatibles avec les ouais. Eh bien, oui, je vais peut-être repartager, si je peux, l'écran entier. Allons-y. Donc, mince, où il est mon document? Il est là. Je vais reprendre mon support. Donc, les projections. Donc, si on regarde nos projections de température de plus près, voilà, on trouve le fait qu'on arriverait, en effet, c'est possible, c'est encore possible, ce qu'on a dit tout à l'heure, de limiter le réchauffement. Le scénario SSP 1.9, c'est-à-dire un surplus de puissance disponible à la fin du siècle de 1,9 watts par mètre carré, ce scénario-là permet de maintenir le réchauffement global sous la barre des 1,5 degrés Celsius en moyenne globale. Ce qui est déjà beaucoup, hein. On peut donner une référence pour peut-être mettre les choses en perspective aussi. Il y a une période, en fait, hein, qui a été très marquée, par exemple, autour de l'an 1600, qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Ce petit âge glaciaire qui a donné lieu à plein de peintures de Parisiens en train de marcher sur la Seine gelée, voilà. Le petit âge glaciaire qui a vraiment marqué les esprits. Eh bien, ce petit âge glaciaire a été un déficit de température par rapport à la période de référence 1850-1900 de seulement 0,7 degrés Celsius. Donc 0,7 degrés Celsius, c'est suffisant pour que la période se voit nommer petit âge glaciaire. Donc là, on parle de 1,5 degrés Celsius, comme si c'était rien du tout, c'est déjà beaucoup. Mais bon, 1,5 degrés Celsius, globalement, on va dire, ça reste vivable. Mais pour avoir ce genre de réchauffement qui reste sous la barre des 1,5 degrés, je vous remonte les scénarios. SSP 1.9, c'est le seul qui permet de rester sous la barre des 1,5 degrés Celsius en moyenne globale. Ça, ce sont nos émissions annuelles de dioxyde de carbone en gigatonnes pour ce scénario.
eh ben, on voit qu'il faut arrêter, voilà, hein, là c'était 2015, parce qu'il a été élaboré dès 2015, ce scénario, 2050, donc c'est maintenant. Il faut que dès 2060 à peu près, on capte du CO2, que non seulement on n'en émette plus du tout, mais qu'on en capte. Pareil pour le méthane. Le méthane, dont les émissions doivent, dans ce scénario-là, diminuer très rapidement. Voilà, donc c'est possible. Disons qu'on n'a pas franchi de point de non-retour où ça serait pas possible de stabiliser le système climatique. C'est possible, c'est-à-dire qu'en termes de température, hein, on peut encore amorcer une décroissance dès la deuxième moitié du XXe siècle. Mais c'est des scénarios tels que, on ne va pas se mentir, hein, pour l'instant, on n'en prend pas du tout le chemin. Donc je ne sais pas, c'est un vrai problème en soi. Comment faire passer ce genre de message à des jeunes? Et là, j'ai pas vraiment la réponse. Peut-être positiver quand même en insistant coûte que coûte sur le fait que on a encore une marge, on a encore une fenêtre d'action. Mais c'est une action drastique et immédiate. Alors, le dernier rapport du GIEC insiste beaucoup, c'est le 3e groupe du GIEC, insiste beaucoup sur l'atténuation, c'est-à-dire, ok, on n'y arrivera pas à diminuer nos émissions, c'est un constat un peu défaitiste, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il y a des hypothèses qui sont, des pistes qui sont proposées de géo-ingénierie, comme par exemple injecter des nanoparticules dans la stratosphère, qui vont rester dans la stratosphère pendant 2 ou 3 ans typiquement, et ces nanoparticules vont réfléchir une partie du rayonnement solaire, donc évidemment ça aurait un effet refroidissant, ça marcherait. D'ensemencer les océans pour faire croître le phytoplancton, parce que le phytoplancton, à travers la photosynthèse, ça capte du CO2, donc voilà, on va avoir du phytoplancton en pagaille pour booster la photosynthèse. Voilà, donc c'est une des grosses nouveautés du dernier rapport du GIEC, c'est qu'on semble se diriger vers des solutions, beaucoup de géo-ingénierie pour essayer. Mais pour l'instant, on va dire qu'elles ne sont pas totalement convaincantes. Enfin, je suis peut-être pessimiste de nature, mais aller balancer des nanoparticules dans la stratosphère, il faut bien doser, parce que pour les récupérer après, si on a mal dosé, ça ne sera pas évident. Voilà, donc toutes ces solutions de géo-ingénierie, les nanoparticules, tout ça, c'est un peu flippant aussi quelque part. Ils voulaient même, ça c'était évoqué aussi dans le dernier rapport du GIEC, faire mousser l'océan. Ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée, ça, mettre un produit chimique pour augmenter en gros l'écume. Là, on va pas dire la mousse, on va dire l'écume, parce que l'écume, ça réfléchit du rayonnement solaire. Et donc, on va faire écumer l'océan pour réfléchir du rayonnement solaire. Enfin voilà, ce genre de pistes, il y en a plein qui sont évoquées. Pour l'instant, ça reste de la spéculation. Alors, je regarde. Comment peut-on faire une formation météo à l'école quand on est enseignant du collège? Ah, là, j'avoue que je ne sais pas trop. Il y a des formations à distance. Peut-être. C'est peut-être le moment de rappeler en fait ce que c'est exactement météo à l'école, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. En fait, météo à l'école, c'est un plan d'équipement qui fait partie du dispositif ministériel Sciences à l'école. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On prête du matériel scientifique à des collèges et des lycées, en l'occurrence une station météo, pour que chaque collège et chaque lycée puisse utiliser en fait la station en cours ou en TP, en club, pour avoir des données locales et travailler là-dessus. Et ensuite, ces données, elles sont affichées en live sur le site de l'association InfoClimat.
Donc, même sans faire partie du réseau, on peut aussi accéder à toutes ces données de ces stations en allant sur le site InfoClimat directement. Il n'y a pas de formation météo à l'école spécifique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait partie du réseau, on a accès à des activités, des animations dont font partie ce webinaire qu'on a exceptionnellement décidé d'ouvrir à tous les enseignants du réseau éducatif français, mais qui sont d'habitude réservées en fait aux membres vraiment du réseau. Donc, si vous voulez faire partie du réseau, il faut soit répondre à un appel à candidature quand on prête une station, donc là, il y en a eu un il n'y a pas longtemps, pour l'instant, il n'y en a pas d'autre qui est prévu, soit, eh bien, vous pouvez aussi acheter votre propre station et ensuite bénéficier de l'animation du réseau, des ressources pédagogiques et scientifiques, ça passe aussi des fois par l'écrit, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de formation poussée, disons, météo à l'école. Alors, je vois une question sur un microclimat. Disons qu'un microclimat, ça va être comme ce qu'on peut avoir à Toulouse, où je suis, sous l'influence des Pyrénées, un effet qu'on appelle l'effet de Föhn. Donc, un microclimat, c'est quelque chose qui se produit à ce qu'on appelle la mésoéchelle, c'est-à-dire quelques dizaines à la centaine de kilomètres. Après, les microclimats ne sont pas encore vraiment très bien projetés par les simulations climatiques. Disons qu'on a une très bonne confiance maintenant dans les projections climatiques globales, puisqu'on fait déjà du multi-ensemble, on a toujours une cinquantaine de modèles qui tournent, et donc quand on fait des moyennes sur ces 50 modèles à peu près, et en moyenne sur le globe, vraiment, ça donne des très bons signaux. Je vous l'ai montré sur un exemple, qu'on était tout à fait capable de reproduire les observations, et ça, on l'a fait sur un très, très grand nombre de simulations. En moyenne globale, sur tout le globe et en moyenne multimodèle, nos modèles, ils sont très performants pour reproduire les observations. Par contre, quand on fait ce qu'on appelle de la régionalisation, on commence à avoir une incertitude un peu plus grande, et puis on ne verra pas, par exemple, un effet à 50 km lié à un effet d'assèchement à cause d'un relief, par exemple. Ça, on le verra pas. Le genre de signal qu'on peut voir, le niveau de précision qu'on commence à bien voir sur nos modèles, c'est par exemple le climat méditerranéen. Voilà, on peut voir que globalement sur le pourtour méditerranéen, on a des variations spécifiques, c'est-à-dire en gros le climat méditerranéen s'assèche, se réchauffe et s'assèche beaucoup. Ça, c'est un signal qui semble clair. Voilà, donc c'est le genre de précision auquel on peut prétendre, le pourtour méditerranéen globalement, Mais par contre, pas se situer à 50 km de résolution, Ça serait illusoire de prétendre être à cette résolution. Alors, est-ce que j'ai raté des questions dans le chat? Les cours oasis, une clé pour les... Ah, mais c'est sûr que végétaliser, ça serait très positif. Alors, végétaliser, ça serait peut-être pas si dimensionnant, on va dire, pour le climat global. Par contre, il y a cette chose qu'on appelle l'effet d'îlot urbain. L'îlot urbain qui est une réalité au sens où on a des températures au sein des grandes agglomérations qui sont facilement 3 à 4 degrés Celsius plus chaud qu'à la périphérie, ce qui peut rendre la vie insupportable dans les grandes agglomérations. Donc autant la végétalisation de tout ce qu'on peut végétaliser, les toits, les parcs, voilà, ça ne va pas être très dimensionnant en moyenne globale, autant ça va être vraiment efficace pour atténuer l'effet d'îlot urbain. Donc oui, ça c'est clairement
toutes les simulations qui ont pu être réalisées, là pour le coup, pas des simulations de nos modèles globaux qui ne sont pas aussi précis, mais des simulations à petite échelle de la ville ont montré que ça jouerait favorablement sur les îlots urbains. Donc oui, végétalisons, tant qu'on peut, ça clairement. Voilà. Mais oui, c'est sûr que oui, pour l'action avec les jeunes. Alors, petite question, je n'ai pas compris en quoi le phytoplancton pouvait sur le long terme capter le CO2. Le phytoplancton capte du CO2 par la photosynthèse, donc ça c'est bien. Et puis le zooplancton mange le phytoplancton. Le zooplancton, c'est-à-dire les bestioles à coquilles calcaires, meurent, précipitent. Et c'est leur coquille calcaire, d'ailleurs, qui va s'accumuler au fond des océans et au fil des temps géologiques, séquestrer du carbone, quoi. Donc, c'est effectivement, si le phytoplancton vivait et mourait comme ça, le bilan serait nul, mais le phytoplancton est mangé par le zooplancton. Et le zooplancton, après sa mort, meurt et les coquilles précipitent. Je ne vois pas trop d'autres questions, sauf une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce que l'enregistrement sera disponible en ligne? Je dirais oui, vu que celle de l'an dernier l'est. Mais après, je m'avance peut-être. Oui, non, ce sera en ligne. Effectivement, j'ai répondu juste dans le chat. C'est en ligne sur la chaîne YouTube de Sciences à l'école. Il y a une playlist météo à l'école. Donc, vous pouvez retrouver les webinaires qui ont déjà été passés. Et je vais mettre celui-ci prochainement. Est-ce que vous avez encore des questions, interrogations sur cette réalité inquiétante, ça c'est certain. Surtout quand on doit parler à des jeunes, mais bon, il y a des solutions, voilà, des solutions de géo-ingénierie. Donc après tout, on peut essayer de présenter ça en disant qu'il y a tellement d'activités nouvelles, tellement de métiers qui vont s'ouvrir, tellement d'opportunités, tellement de carrières scientifiques à faire pour chercher des solutions, piéger le carbone. C'est une solution importante à mettre en œuvre, le piégeage du carbone, le piégeage du méthane, le méthane qui est émis par les décharges, on l'a vu, tout ce qui est décomposition de la matière organique à l'abri d'oxygène, quoi, donc tout ce qui est les rizières, le traitement des eaux usées, voilà, c'est peut-être pas une carrière super glamour, mais le traitement des eaux usées, faire en sorte que ça arrête d'émettre du méthane, c'est très bien, donc voilà, faut trouver un angle de présentation positif, comme quoi il y a plein de choses à faire, à découvrir et des opportunités à saisir. Merci beaucoup. Alors, je vois encore des questions qui arrivent. On va peut-être commencer à limiter un petit peu si on ne veut pas passer toute la nuit ici, même si c'est évidemment un sujet passionnant. Je sais pas. Juste une dernière, peut-être limiter les énergies fossiles, limiterait les particules. Mais c'est vrai que les aérosols, c'est-à-dire les particules fines, pas les gaz, les particules fines, comme celles qu'on émet avec le diesel, par exemple, les particules fines réfléchissent le rayonnement solaire. Et donc, les bons vieux diesel bien pourris qu'on avait il y a quelques dizaines d'années ont contribué à limiter le réchauffement. Mais oui, parce que les particules fines de nos diesels réfléchissaient une partie du rayonnement solaire. Et donc, vouloir avoir des diesels propres, ce qui est très louable pour nos poumons,
Par contre, pour ce qui est du réchauffement global, ça a accentué le réchauffement, d'avoir des diesels propres, enfin moins polluants qu'avant, moins de particules fines, améliorer la qualité de l'air. Étonnamment, ça aggrave le réchauffement climatique, en effet. Merci beaucoup, encore une fois. Eh bien, bonne soirée à tous. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Et merci pour vos questions et votre enthousiasme sur ce sujet. Merci beaucoup. Et je rappelle que si vous avez des idées de sujets à aborder dans de prochains webinaires, n'hésitez pas à remplir l'enquête de satisfaction. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.